Bien, nous poursuivons ce périscope consacré à l'année sociale 2018. Bonjour Jean-Pierre Mercier. Bonjour. Vous êtes le délégué central de la CGT pour le groupe PSA, Peugeot Citroën. Dans la première partie de l'émission, on a fait un petit peu la liste des mesures qui avaient été prises. C'est d'ailleurs pas tout à fait un bilan annuel, c'est plutôt un bilan sur 18 mois en réalité, parce qu'on a commencé avec le mandat du président Macron. Je vous propose de revoir ensemble, peut-être pour recadrer le débat, les réformes qui ont été mises en route et celles qui sont promises d'ailleurs pour l'année 2019. Bon, il y a d'abord la loi travail, j'imagine que vous allez m'en dire le plus grand mal, la loi travail, la loi Pacte qui concerne les PME, la réforme de la formation professionnelle, l'apprentissage, la bascule CSG cotisation, et puis on a pour 2019 la retraite, compte tenu de ce qui s'est passé au mois de novembre, au mois de décembre en France, je ne parierais pas beaucoup sur la réforme des retraites pour l'an prochain. Je pense qu'elle prendra un peu plus de temps, et l'assurance chômage, qui est une réforme un peu mineure par rapport à la réforme des retraites, qui engage quand même la principale dépense sociale en France. Hein, c'est 316 milliards d'euros cette année. Qu'est-ce que vous diriez, vous, du bilan Macron? Après tout, il s'est fait élire sur un programme libéral, il a commencé à le faire. C'est sûr qu'il a respecté ses promesses de campagne, c'est sûr, mais ça a été un bilan catastrophique au niveau social pour l'ensemble du monde du travail. Quand je parle de l'ensemble du monde du travail, c'est évidemment ceux qui ont un travail, salariés, actifs, mais chômeurs, retraités, enfin tous ceux qui n'ont que leur salaire pour vivre, tous ceux qui n'ont en fait que leur allocation, leur pension de retraite. Ça a été extrêmement dur. C'est des coûts qui ont été extrêmement importants, qui ont été portés sur leur niveau de vie, sur leurs conditions de travail et sur leur pouvoir d'achat. Alors, c'est pas tout à fait ce que nous disent les indices. Les indices, alors ce ne sont que des indices. Les moyennes, le pouvoir d'achat, il n'a pas baissé. Les droits n'ont pas reculé. Les syndicats sont toujours là. Il y a même eu en fin d'année, là, un mouvement qui était un mouvement complètement effervescent, un peu nébuleux d'ailleurs par certains aspects. Enfin, je vois pas la France complètement libérale, moi. Au contraire, je trouve qu'elle a pas perdu de son caractère revendicatif. Alors, c'est sûr qu'elle n'a pas perdu de son caractère revendicatif, mais quand vous dites que le pouvoir d'achat n'a pas baissé, c'est pas ce qui est ressenti par ceux qui sont qui sont la majorité de la population. Le mouvement des Gilets jaunes a bien montré que la question du pouvoir d'achat était au centre des préoccupations, en plus du chômage, de l'ensemble des travailleurs, de l'ensemble des chômeurs et des retraités. C'était pas une revendication des Gilets jaunes. Je les ai assez peu entendus prendre la parole sur la question du chômage, mais plus sur la question du pouvoir d'achat, en effet. Parce qu'en fait, c'est lié. C'est lié. Quand vous parlez du chômage, en fait, c'est un abaissement général, dramatique, catastrophique du niveau de vie. Quand dans une famille, vous avez votre conjoint, vous avez vos gamins qui sont au chômage, forcément, l'ensemble du ménage, on y perd au niveau pouvoir d'achat. Et vous savez, il y a eu donc cette taxe, la taxe carburant qui a été l'étincelle qui a fait démarrer ce mouvement. Mais en fait, c'est l'accumulation d'un ras-le-bol, l'accumulation d'une colère, pas simplement sous Macron, mais aussi qui s'est accumulé sous Hollande et sous Sarkozy. Mais en fait, essayons de rentrer un peu dans le détail, quand on regarde la feuille de paye du salarié, il y a un écart fort un écart assez substantiel entre le brut et le net, mais entre les deux, il y a par exemple toutes les cotisations sociales. Est-ce que parfois on n'est pas un peu trop sévère avec notre modèle? Notre modèle, c'est aussi la santé gratuite. C'est un système de retraite qui est présenté comme le système le plus généreux d'Europe. Et c'est vrai que le taux de remplacement en France, il est très supérieur, par exemple, à ce qu'on trouve chez nos voisins. Est-ce qu'on n'est pas un peu quand même des enfants gâtés de l'État social ? Des enfants gâtés, non. Bah oui, je vous reprends sur votre formulation de santé gratuite. Non, la santé n'est pas gratuite. Non, mais elle est accessible. Elle est financée, elle est accessible. De moins en moins accessible par le plus grand nombre, pour le plus grand nombre, mais en tout cas, elle est financée par les cotisations sociales, évidemment, des salariés, des employeurs qui veulent de moins en moins cotiser, de moins en moins payer, parce que eux, leur modèle, c'est une santé privée, c'est-à-dire c'est la clinique privée, c'est l'école privée, c'est le privé pour faire du fric, pour faire du bénéfice, pour faire du profit. Et c'est là où, quand on parle du salaire brut et du salaire net, on est en désaccord total avec les employeurs, avec le patronat. Nous, on parle du taux horaire, du taux horaire brut
Parce que évidemment, si on enlève toutes les cotisations, ok, au niveau non, mais elles ont une contrepartie, c'est ce que je veux dire. Bien sûr. Pas d'argent jeté par les fenêtres, quoi. Non, heureusement, c'est l'hôpital public, c'est les services publics, c'est l'école. Oui, mais par contre, ce modèle-là, ces services publics sont attaqués frontalement, brutalement par les actionnaires des grandes entreprises du CAC 40. Mais franchement, attendez. Pierre Mercier, l'hôpital public, ça reste la principale dépense de santé en France. L'école publique, elle est ultra majoritaire. Il y a quelques établissements privés. Je veux dire, honnêtement, vous voyez, quand on regarde une géographie du pays, je vois pas les services publics en danger de disparition. Vous êtes le seul. Tout le monde, tous les témoignages qu'on a et tout ce qu'on vit tous les jours. Quand vous allez à l'hôpital, c'est de plus en plus compliqué de se faire soigner. Il y a des files d'attente pas possibles dans les urgences. Vous avez tout le personnel hospitalier régulièrement qui est en grève, les médecins urgentistes qui crient... parce qu'on utilise les urgences pour tout, y compris pour de la bobologie. Mais il y a quand même une offre. Pas que. Aujourd'hui, l'hôpital public, le service de santé public est rongé par la finance. Aujourd'hui, de plus en plus, ça fonctionne sur des critères financiers. Et c'est ça qui met en danger, si on prend l'exemple de l'hôpital, c'est là qu'on met en danger la santé publique. Non mais Jean-Pierre Mercier, en même temps, la dette de la sécurité sociale, elle est de presque 300 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est pas les financiers qui l'ont creusée. Elle est financée aujourd'hui. C'est pas les salariés qui l'ont creusée. Non, mais ni les financiers ni les salariés. C'est notre utilisation de l'hôpital. Pas d'accord. Non, pas d'accord. Ce sont les politiques, les différentes politiques gouvernementales de ces dernières années qui ont fait creuser le trou de la sécurité sociale, parce que c'est cadeau sur cadeau aux employeurs, aux grandes entreprises. Ils payent de moins en moins de cotisations sociales. Ils mettent de moins en moins la main à la poche. Du coup, il n'y a que nous, les salariés, les chômeurs, les retraités qui cotisons, et forcément, ça ne peut pas le faire. Il faudrait remettre tout le système sur ses pieds. Ça veut dire faire payer d'abord et avant tout les riches, les milliardaires. Vous savez, c'est 260 000 personnes en France qui sont millionnaires en dollars. C'est eux qu'il faut faire payer. Mais est-ce qu'ils ne payent pas déjà? On a un impôt sur le revenu qui est à 50%. Alors, vous êtes l'impôt sur la grande fortune a été supprimé. Je pense que ça vous a pas échappé. Mais l'impôt sur le revenu, 50%. Taux marginal 50%, c'est quand même pas nul, quoi. Alors, on n'est pas en Suisse, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je trouve que c'est pas assez. Deux, vous savez, ces grandes familles de capitalistes, des actionnaires du CAC 40, c'est pas par l'impôt sur la grande fortune qui ramasse. Enfin, ça n'a pas été le principal cadeau qu'a donné Macron. Le principal cadeau, c'est les 40 milliards de CICE. 40 milliards par an. De cadeaux, alors que on nous rabâche que les caisses de l'État sont vides. Comment ça se fait, ça? Bon, très bien. On pourra aussi parler de la fraude fiscale, mais bon, j'imagine que vous avez beaucoup à dire sur le sujet. Je vais pas en parler de la fraude fiscale, mais je veux parler juste à côté. Vous savez que pendant cette annonce d'Emmanuel Macron, qui a fait 23 millions de téléspectateurs, ce fameux lundi soir, je vais venir à ces mesures après. Au même moment. Au Sénat, les sénateurs votaient... Non, mais ça, c'est intéressant. Et vous êtes forcément d'accord avec moi. Les sénateurs votaient un allègement de la taxe pour les Français les plus riches qui habitent à l'étranger. Quand ils spéculent en bourse, ils étaient taxés à hauteur de 30%, ils sont plus que taxés à 10%. Beau cadeau, quand même. Beau cadeau à ses copains. Mais moi, ce que je pense, malgré tout, c'est que la somme... Je partage votre avis. Il y a le capitalisme de spéculation qui est mauvais. Parce que la spéculation en tant que telle n'apporte pas grand-chose. Il y a le capitalisme de risque. Je prends un risque, j'investis dans un produit, si je me plante, je me plante. Vous voyez, ça, c'est l'esprit d'entreprise, c'est autre chose. Mais j'ai peur qu'en rassemblant les spéculateurs, on n'ait quand même pas suffisamment d'argent pour alimenter notre modèle social. Je pense qu'on sera encore, vous voyez ce que je veux dire, Jean-Pierre Mercier, très loin du compte. Je vois très bien. Le danger que vous semblez ignorer, c'est ce capitalisme financier, c'est cette finance qui est en train de ronger tous les ports de la société, tous les ports économiques de la société, avec une crise financière, une crise boursière qui est à deux doigts d'exploser, à nous péter à la figure, et c'est encore nous, les salariés, les chômeurs, les retraités, qui allons mettre les mains à la poche comme en 2008. 2008, c'était quand même 300 milliards d'euros que le gouvernement à l'époque a mis sur la table pour sauver les banques françaises. Et c'est nous qui avons payé. Non, mais c'est nous qui avons payé. Oui, elles l'ont remboursé. L'ardoise des 300 milliards d'euros, avec en plus des intérêts, Jean-Pierre Mercier. Non. On paye encore les conséquences de la crise de 2008. On paye peut-être aussi notre endettement. Alors, vous avez dit, en effet, grand mouvement social. Là, on fait le bilan de 18 mois de présidence Macron.
il s'y attendait sans doute pas. Le président de la République a terminé l'année 2018 en jaune. Hein, ça, c'est sûr. J'imagine. Bon, il avait passé assez tranquillement la réforme des retraites, la réforme de la SNCF. La réforme des retraites de la SNCF, ce sera plus compliqué à mon avis. On est en fin d'année, les directives européennes ont été transposées en matière de concurrence, et il se disait, au fond, on va continuer comme ça. Et puis il se passe un truc, c'est le mouvement des Gilets jaunes, et on va voir les mesures qui sont proposées. C'est un mouvement avec une longue traîne, hein, et une longue traîne sociale. C'est tout à la fois la fracture territoriale, la fracture sociale, la fracture économique, peut-être même culturelle. Il annonce un certain nombre de mesures. Les mesures, on va les voir. C'est plus 100 € sur le SMIC. C'est des heures supplémentaires défiscalisées, désocialisées dès le mois de janvier. Une prime de 1 000 € qui devra être versée avant le 31 mars pour les salariés du privé. Au passage, il n'y a rien pour les fonctionnaires. C'est vrai. Et puis, les hausses de la CSG qui étaient censées toucher 70% des retraités ne les toucheront pas. Ceux qui sont en dessous de 2 000 € ne vont pas payer. Ils ont obtenu, les Gilets jaunes, et c'est au responsable syndical que je m'adresse, ils ont obtenu 10 milliards. Vous allez me dire, c'est peut-être pas assez, mais ils ont obtenu quelque chose là où j'ai l'impression, puisqu'on parle du bilan social, là où j'ai l'impression que les syndicats n'obtiennent plus rien. Ils ont obtenu 10 milliards d'argent public. Oui. Où les grandes entreprises du CAC 40, ces grands actionnaires, ces familles richissimes comme la famille Peugeot, Bettencourt, Arnaud, Bolloré et Muliez et compagnie ne vont pas mettre un seul centime à la poche, déjà. Maintenant, oui, c'est le constat d'un rapport de force que les Gilets jaunes ont réussi à imposer à Emmanuel Macron, ce fameux président qui se faisait comme feuille de route de ne jamais reculer. Voilà. Et bien là, il a été obligé de reculer sous la pression de la rue, sous la pression des manifestations. Et ça, c'est une très bonne chose pour l'avenir. Et c'est quelque chose que je défends depuis toujours. C'est-à-dire, c'est uniquement en se mobilisant qu'on peut se faire entendre et qu'on peut faire reculer un gouvernement qui se targuait d'être extrêmement puissant et extrêmement fort. Mais ce que disent aussi les Gilets jaunes, on les a reçus beaucoup sur LCI là, tout au long de ces 2 mois, M. Chalençon, quelques autres, M. Cauchy, ils disent on a fait ça parce qu'on n'était plus entendu dans la société, ce qui est probablement vrai, mais aussi parce qu'on n'avait personne pour nous représenter. Et souvent, ils vous désignent, les syndicats, mais vous n'êtes pas les seuls, hein, tous les corps intermédiaires, comme incapables finalement de porter la voix de ceux qui se présentent aujourd'hui comme les déshérités du pays. Je veux dire une chose qui va peut-être vous étonner, ils n'ont pas forcément tort. Je ne partage pas l'analyse de M. Cauchy, évidemment, mais quand vous voyez un certain nombre de syndicats qui sont prêts à signer tout et n'importe quoi, et j'entends tout et n'importe quoi, des accords pourris qui bloquent les salaires, qui font reculer les droits collectifs des salariés, à quoi ça sert un syndicat si c'est pas pour résister face au patronat et résister face au gouvernement. Moi, j'entends déjà la future réforme des retraites, un certain nombre de responsables confédéraux qui disent impeccable, on est prêt à signer, avant même que la réforme, elle soit, que l'attaque soit... le gouvernement ne sait pas où il en est. Soit mis sur la table. Mais c'est sûr que cette attaque, elle a déjà du plomb dans l'aile. Maintenant, il y a une chose sur lequel on doit s'appuyer, nous, militants syndicaux, ouvriers dans toutes les entreprises, c'est la brèche qu'ont ouverte les Gilets jaunes sur le fait que c'est en se mobilisant qu'on peut faire reculer, qu'on peut obtenir quelque chose. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mouvement des Gilets jaunes, cet esprit de contestation, il doit rentrer dans les entreprises, il doit se développer dans les entreprises pour toucher au cœur du système ces grands actionnaires qui font du fric avec le travail de l'ensemble des salariés. Vous en avez régulièrement après les grands actionnaires. Bien sûr, parce que c'est eux qui dirigent la société. Oui, non mais ça je peux le comprendre, mais en même temps il faut peut-être les séparer du reste des entrepreneurs, non ? C'est ce que je fais. En ne ciblant uniquement les patrons des grandes entreprises. La famille Peugeot, par exemple. La famille Peugeot tient dans ses mains une multitude de sous-traitants, une multitude de petits fournisseurs de l'automobile. Ouais. Ils ont le pouvoir de vie et des morts sur des petits patrons. Oui, il faudrait que les petits patrons, ils se mettent ensemble derrière les travailleurs, derrière les salariés, pour faire face à ce grand patronat qui fait la pluie et le beau temps en France. Il faut faire la lutte des classes avec les patrons. Ben, je peux vous dire que l'intérêt d'un petit patron, il est plutôt de se mettre derrière les salariés plutôt qu'avec les banquiers et avec les grands industriels. Merci Jean-Pierre Mercier. Je me permets de vous souhaiter de bonnes fêtes. De même. Révolutionnaire. Bien sûr, j'espère. Très belle année 2019 de lutte sociale victorieuse en tout cas. Vous regardez, on parlera de la retraite. Hein.
On en a dit 2 mots, mais c'est vrai que la retraite, c'est une réforme qui n'est pas aboutie à ce jour. Je crois même que le gouvernement n'a pas tout à fait de méthode encore, de philosophie arrêtée sur le sujet. Je pense qu'il a peur de la mettre sur la table. C'est pas sûr qu'elle arrive comme prévu d'ici le mois de juin. On espère bien que ça va pas passer. Bon, merci beaucoup Jean-Pierre Mercier. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. L'information continue sur LCI. À demain. Au revoir.